Beaucoup de fournisseurs de services nous parlent d'appariement actif-passif, de vendre les retraités aux compagnies d'assurance, puis CRJR nous a dit que la loi devrait nous le permettre probablement d'ici quelques temps. Le rapport d'Hamon proposait une utilisation des surplus qui soit plus raisonnable. Nous, à la FTQ, nous préconisons, comme le fait le régime de retraite par financement salarial, la création de marges et de fonds de stabilisation. On va voir avec nos invités aujourd'hui en quoi consistent les risques dans un régime de retraite, pourquoi s'en préoccuper, comment le dompter et à quel prix. Quelle approche le mouvement syndical devrait prioriser? Pour aborder cette question, on a demandé à Julien Perroux et Marc-Antoine Vaillant, tous deux associés expérimentés chez SAI. Marc-Antoine est actuaire du comité de retraite et très impliqué auprès des sections locales dans la négociation des avantages sociaux. Il a accompagné les organisations syndicales dans les travaux récents portant sur les éventuelles réformes des régimes de retraite dans le secteur privé, dont c'est notre expert à la FTQ, et dans le secteur universitaire. Julien accompagne les syndicats dans les renouvellements d'assurance collective. Au niveau des régimes de retraite, il travaille avec les syndicats du municipal pour les négociations entourant l'adoption du projet de loi 3. Il a effectué plusieurs mandats pour le vérificateur général du Québec relativement à la vérification des régimes publics. Alors, je leur donne la parole. Il va y avoir un volet cet avant-midi, avant le dîner. Ils vont revenir en après-midi pour compléter la présentation. Donc, bonjour à tous. Comme Marie-Josée l'a mentionné, l'agenda de la présentation se divise en deux parties. Cet avant-midi, je sais que les gens commencent à avoir faim, on est un peu en retard sur l'horaire. La bonne nouvelle, c'est que la partie est assez courte. On va parler du risque de façon générale et des risques d'un régime de retraite. Alors qu'en après-midi, on va se poser la question fondamentale, pourquoi on devrait gérer le risque du côté syndical et les mesures qui existent de gestion de risque, qui est évidemment le cœur de la présentation. Il y a trois types de mesures qui existent. Il y en a peut-être plus que trois, mais disons qu'on va en aborder trois principales. D'abord, il y a les marges dans les hypothèses actuarielles. Ensuite, il y a les méthodes d'appariement que Marie-Josée parlait. Et finalement, les méthodes de fonds de stabilisation. Et ce sont trois façons de gérer le risque distinctes. D'abord, qu'est-ce que le risque de façon générale? On y va avec une définition du dictionnaire. En gros, c'est une différence entre l'attente et la réalité. C'est variation ou volatilité d'un élément qui entraîne une conséquence financière. L'exemple que je donne souvent aux gens, c'est notre voiture. On conduit, on est obligé de s'assurer pour la voiture. Puis notre attente, c'est pourtant qu'on n'ait pas d'accident ou à peu près pas d'accident. Je sais qu'il y a des plus mauvais chauffeurs qui s'attendent peut-être à avoir un certain nombre d'accidents. Mais, règle générale, les attentes sont assez basses. Pourtant, tout le monde s'assure, tout le monde est obligé de s'assurer. Pourquoi? Parce que souvent, la réalité ne rencontre pas l'attente et que quand ça diverge de l'attente, il y a une grosse conséquence financière, puis il peut y avoir un gros coût à payer qu'on n'avait peut-être pas prévu. Et puis finalement, le travail d'un actuaire, peu importe le champ d'expertise, que ce soit en régime de retraite, en assurance vie, en assurance collective, c'est souvent de formuler des attentes, OK? Et finalement, de mesurer quand que la réalité diverge de cette attente-là, de revoir les attentes avec le temps. Et c'est pour ça que les attentes, dans le jargon, on appelle souvent ça des hypothèses, mais une hypothèse, ça ne veut pas dire que ça va se réaliser. OK. Donc, pourquoi on parle de risque de régime aujourd'hui? C'est pas pour le fun, OK? C'est parce que, évidemment, les risques ont un impact sur les coûts des régimes. La misère avec le... C'est pour ça qu'avant de commencer la présentation directement sur les différents risques d'un régime, on s'est dit qu'il faudrait d'abord comprendre comment fonctionnent les coûts, les deux types de coûts qu'on a dans un régime de retraite. D'abord, puis le but, même si c'est peut-être plus technique que les autres présentations, le but, c'est pas de faire un grand cours technique sur les régimes de retraite. D'abord, le premier coût qu'il y a dans un régime de retraite, c'est le coût du service courant. Le coût du service courant, c'est le coût d'une année additionnelle de rente pour tous les participants actifs du régime. Donc, généralement, la rente est exprimée en fonction des années de service. Donc, on comprend que quand il y a une nouvelle année qui est faite, il y a un coût pour ça.
Dans la salle, il y a toutes sortes de régimes de retraite, OK? Il y en a qui sont ce qu'on appelle en anglais un flat benefit, un régime forfaitaire. Donc ça, c'est une rente, par exemple, qui donne 50 $ par mois par année de service, payable à 60 ans. Ça, combien ça coûte, là, une rente payable de 50 $ par mois la vie durant? Ça peut coûter aujourd'hui 3 360 $. Donc le coût du service courant, c'est 3 360 $. Il y a d'autres personnes dans la salle qui ont un régime dit salaire carrière. Salaire carrière, c'est quoi? C'est que la rente est exprimée en fonction du salaire. Donc, ça ne sera pas 50 $ par mois, ça va être par exemple 1,2 % de votre salaire à 60 ans. Cette rente-là, puisqu'elle est en pourcentage du salaire, le coût n'est pas comme disait Alain tout à l'heure, le coût n'est pas en dollars, il est aussi en pourcentage du salaire. Et pour vous situer là, des chiffres, 1,2 % du salaire, ça peut coûter 6,7 % du salaire au niveau du coût de service courant. Bon, c'est sûr que là, on monte dans la hiérarchie. C'est bien beau 1,2 % du salaire que j'ai aujourd'hui, mais j'aimerais peut-être ça que ma rente elle couvre 1,2 % du salaire que je vais avoir à ma retraite, ou disons les 5 dernières années avant la retraite. Bon, bien là, ça ne coûte pas le même prix, parce que ce n'est pas basé sur le salaire d'aujourd'hui, c'est basé sur le salaire plus tard, puis règle générale, les salaires augmentent. Donc, ce n'est pas 6,7 que ça coûte, c'est 9,5 % du salaire. Puis en terminant, un crédit de rente, disons, de 1,2 % du salaire final 5 ans à la retraite, mais qui continue à augmenter tout au long de la retraite parce qu'il est indexé, bien là, ça ne coûte pas 9,5, ça coûte 12,5 % du salaire. Donc, toujours le même taux de rente, mais on voit que selon la base de calcul, le coût augmente. L'autre coût, à part le coût du service courant, c'est le coût du service passé. Le coût du service passé, ça n'a rien à voir avec une année additionnelle de rente. C'est lié à la situation financière du régime. Donc, dans un régime de retraite, quand les engagements du régime sont supérieurs à l'actif, à ce qu'on possède, on dit que le régime est en déficit. Et dans les lois actuelles, on ne peut pas laisser un déficit traîner, il faut remplir le trou. Donc, il faut cotiser des cotisations additionnelles. Bon, le coût du service passé, c'est généralement exprimé en dollars, ce n'est pas en pourcentage de la masse salariale. Je dis généralement parce qu'il y a certains projets de loi récents là, qui ont fait une ouverture sur un pourcentage des salaires, mais règle générale, c'est exprimé en dollars. Et sans rentrer dans la grande technique, on a 2 bases actuellement au Québec. Il y a la base de capitalisation. L'amortissement, c'est 15 ans. Vous vous doutez bien que plus vous pouvez amortir votre déficit sur une longue période, moins ça coûte cher par année. C'est un peu le même principe qu'une hypothèque. Et la capitalisation, ça suppose la permanence, la continuité du régime, alors que la solvabilité, ça, c'est une toute autre base qui peut donner un tout autre résultat. Ceux qui étaient là ce matin l'ont vu là, dans le RRFS, ça ne donne pas du tout, par exemple, le même genre de résultat. C'est une autre façon de calculer qu'ont les actuaires. Et évidemment, l'amortissement régulier de la loi, c'est 5 ans. Évidemment, depuis quelques années, il y a certains allègements qui font en sorte que c'est monté à 10 ans, mais règle générale, à la base, c'était censé être amorti sur 5 ans. Donc, quand je travaille avec des groupes, souvent les gens, quand on commence à parler de gestion de risque, tout le monde dit pourquoi ça devient si préoccupant aujourd'hui, pourquoi tout le monde pense à ça, puis pourquoi tout le monde panique, ferme les régimes dans le privé. Bien, le gros de l'explication est dans ce tableau-là à l'écran. Quand on a parti les régimes il y a longtemps, les régimes à prestations déterminées, c'était pas rare que les engagements du régime, dans mon exemple, c'est 10 millions de dollars, étaient équivalents à la masse salariale. Okay? Donc, les actuaires, on a une espèce de ratio pour ça, c'était du 1 pour 1. Okay? Mais ça veut dire que quand il y avait une fluctuation boursière, puis finalement, on avait un déficit de 1 million de dollars, c'est une fluctuation de 10 % des engagements, bien là, la bonne nouvelle, c'est qu'on pouvait l'amortir sur 15 ans. Donc, les actuaires, c'est toujours du monde un peu bizarre, ils ne divisent pas par 15, ils divisent par 10, okay, à cause de l'intérêt. Fait qu'en gros, en clair, la fluctuation avait un impact de 1 % des salaires. Là, évidemment, nos régimes ont pris de la maturité, c'est-à-dire que les gens ont accumulé plus d'années. Les retraités ont quitté les masses salariales, mais sont restés dans le régime. Et la situation qu'on vit dans beaucoup de régimes, et comme M. Morancy le disait tantôt, c'est que là, on fait face à des régimes plus matures. Et là, il faut aller, disons, à la dernière colonne. Et puis, c'est pas rare aujourd'hui qu'on voit des régimes que les engagements sont 10 fois la masse salariale. Donc, il y a la même fluctuation qui a 10 % des engagements nous conduit à une cotisation de 10 % des salaires. Et là, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même game. Donc, les fluctuations, ce n'est pas nouveau. Ça fait un certain nombre d'années que les actifs des régimes sont investis en bourse. Par contre, c'est assez récent qu'ils ont autant d'impact sur les cotisations.
Et comme ils ont de l'impact sur les cotisations, bon, bien, s'ensuit évidemment des discussions assez intenses sur qu'est-ce qu'on fait avec ces régimes-là. Donc, en gros, qu'est-ce qui fait augmenter les coûts? Bien, d'abord, le coût du service courant, en règle générale, ça l'augmente à cause des changements démographiques du groupe. L'exemple que je donne toujours, c'est si l'âge sans réduction est 60 ans, puis votre groupe a 45 ans de moyenne d'âge, bien, vous avez 15 ans pour faire fructifier la cotisation. Okay? Donc, ça donne un certain coût. Si d'un seul coup, votre âge moyen augmente, passe de 45 à 47 ans, bien là, le coût du service courant va augmenter. Pourquoi? Bien, parce que vous n'avez plus 15 ans pour faire fructifier la cotisation, vous avez seulement 13 ans. Donc, c'est pour ça qu'il faut cotiser davantage. Donc, la démographie, composition homme-femme, âge du groupe, joue sur le service courant. Ce qui joue aussi beaucoup, c'est les hypothèses de l'actuaire. Okay? Donc, quand l'actuaire change ses hypothèses, on l'a vu, de temps en temps, l'actuaire revit ses hypothèses parce que ses attentes pour le futur ne sont plus les mêmes, eh bien là, ça a de l'impact. Quelles sont les principales hypothèses qu'on a en régime de retraite? Il y en a des dizaines et des dizaines. Mais si on se concentre sur les importantes, économiquement, c'est le rendement, les augmentations de salaire, l'inflation. Et démographiquement, c'est l'âge de retraite, la mortalité. Donc, un actuaire, finalement, son travail, c'est pas sorcier. Il se dit, bon, bien, combien il faut que je mette d'argent de côté pour payer une pension durant la vie durant d'une personne? Ça, bien sûr, ça dépend de combien je vais faire de rendement. Alors, moins je fais de rendement, plus il faut que je mette de l'argent. Okay? Ça va dépendre, quand j'ai un régime salaire final qui est basé sur mes derniers salaires, quelles vont être mes progressions de salaire. Vous comprenez que plus on suppose des hautes augmentations de salaire, plus il faut cotiser davantage. Même chose avec l'inflation, quand j'ai un régime indexé. Au niveau démographique, c'est assez simple. Une rente de retraite, ça commence puis ça finit. Le moment où ça commence, c'est l'âge de retraite, puis le moment où ça finit, c'est l'âge de décès. Donc, c'est deux hypothèses extrêmement importantes. Règle générale, plus les gens vivent vieux, évidemment, plus ça coûte cher. Donc, c'est une bonne nouvelle, comme on disait tantôt, vivre vieux, mais au niveau des régimes de retraite, ça a eu un impact important sur les coûts. Au niveau de l'âge de retraite, règle générale, plus on prend la retraite, plus de bonheur. Plus ça coûte cher. Par contre, évidemment, il y a des régimes qui ont des pénalités. Donc, si vous avez, par exemple, un âge sans réduction à 65 ans, si vous partez à 60 mais que votre rente est pénalisée, bien là, finalement, un dans l'autre, ça ne change rien. Okay? Mais si vous avez un âge de retraite à 60 ans sans réduction, et puis l'hypothèse de l'actuaire, c'est 62, puis d'un seul coup, il suppose que tout le monde va partir à 60, bien là, il va avoir un impact sur le coût. Le coût va augmenter, on va payer la rente 2 années de plus. Et la notion de risque pour un actuaire, c'est toujours dans ce qu'on appelle des pertes et des gains d'expérience. Donc, à chacune des évaluations actuarielles, l'actuaire compare son hypothèse avec ce qui s'est vraiment passé. Et on fait un gain quand l'expérience a été plus favorable que ce qu'on pensait. On fait une perte quand c'est l'inverse qui se produit. Évidemment, l'hypothèse la plus volatile, vous vous en doutez sûrement, c'est évidemment le rendement, okay, l'hypothèse de rendement qui fluctue beaucoup d'une année à l'autre. Toutes les hypothèses, il y a l'hypothèse de rendement, mais toutes les hypothèses sont sujettes à des pertes et des gains d'expérience. C'est certain que pour nous autres, quand ça va bien, on est content, c'est certain, mais en gestion de risque, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est le mauvais côté, c'est-à-dire quand ça va mal. Et c'est pour ce côté-là qu'on se protège. Maintenant, Julien va avoir l'occasion de vous parler de chacune des hypothèses actuarielles plus en détail. Bonjour à tous. C'est moi qui ai le défi de vous tenir intéressés pour les 20 prochaines minutes qui restent avant le repas. Alors, Marc-Antoine a mis la table en vous nommant 4 attentes que l'actuaire doit formuler, 4 hypothèses importantes que l'actuaire doit faire. Et on va les regarder, chacune d'entre elles, puis on va regarder historiquement quelle était la divergence dans la réalité entre l'attente de l'actuaire et ce qui s'est passé dans le marché, au niveau économique et démographique. Puis on va essayer de se donner une idée rapide de c'est quoi l'impact sur les coûts des régimes de retraite que ça a eu et que ça pourra avoir aussi dans le futur. Alors, le premier qu'on va regarder, c'est l'inflation. Pourquoi l'inflation a de l'importance sur les coûts des régimes? Ça a déjà été dit. On a des régimes, certains sont indexés après la retraite, des formules du genre IPC, 50 de l'IPC.
Et aussi, on a des régimes souvent qui expriment la rente de retraite en pourcentage du salaire final. Donc, vous imaginez que l'actuaire doit projeter les salaires à la retraite de tous les participants actifs du régime afin d'estimer quel va être le salaire, la moyenne finale du salaire, et c'est là-dessus qu'il se base pour déterminer la rente qu'on doit financer. Alors, l'inflation au Canada, dans les 20 dernières années, sur le graphique, vous voyez qu'on a contenu l'inflation dans une fourchette de 1 à 3 parce qu'on a une politique de contrôle de l'inflation depuis 1991, et c'est la fourchette que la Banque du Canada se donne, et ça semble avoir bien fonctionné jusqu'à aujourd'hui. Et la ligne en noir, et sur tous les graphiques, ça va être la même chose, c'est l'attente que l'actuaire se fait. L'actuaire, souvent, va supposer une attente de 2,25 d'inflation à long terme, 2,25, 2,5, des fois à plus long terme. Alors, si je superpose à ça les augmentations de salaire au Canada dans les 20 dernières années, alors ça, c'est la ligne qui est en gris que j'ai rajoutée par-dessus, on voit que les augmentations de salaire suivent de près l'inflation. Donc, l'inflation a été en moyenne de 1,8 dans les 20 dernières années, alors que les augmentations de salaire au Canada ont été de 2,3, donc une marge additionnelle de 0,5 au-dessus de l'inflation. Ça exclut les effets promotionnels ici. Alors, et on voit que, finalement, la divergence sur une base annuelle entre l'attente de l'actuaire et l'hypothèse n'est pas énorme comparée à d'autres hypothèses qu'on va regarder. On peut varier entre moins 1 et plus 1 par rapport à l'hypothèse de l'actuaire. Ce que ça veut dire, c'est que ce n'est pas le risque le plus gros dans un régime de retraite, je veux dire dans le sens de créer des déficits à court terme. Par contre, on peut se dire quand même qu'avec la pénurie de main-d'œuvre, si jamais les augmentations de salaire, les actuaires souvent ont une cible d'à peu près 3 comme attente, la ligne noire ici, là, 2,5 à 3 d'augmentation de salaire, mais si, dans le futur, on avait des augmentations de salaire réelles de 0,5 de plus et de façon soutenue au travers du temps, eh bien là, on aurait des coûts de régime de retraite qui pourraient augmenter de l'ordre de 5 à 10 Un élément aussi qui est important à retenir ici, qui est relatif aux négociations que les syndicats font dans les régimes de retraite, c'est que si vous avez un régime à salaire final et que vous laissez aller du salaire dans une négociation, vous dites on va négocier des assurances collectives à la place, on va mettre l'argent dans l'enveloppe et on a des augmentations de salaire qui sont en dessous de l'hypothèse que l'actuaire fait, pour les 3 prochaines années par exemple, bien, il y aura des gains, des surplus qui vont se dégager dans le régime de retraite. Et ça, c'est important à considérer dans l'enveloppe de négociation, ça peut être un point positif pour vous. Le prochain qu'on va regarder, le risque de longévité. Alors, on a abondamment parlé dans les médias, vous n'avez entendu parler, l'espérance de vie qui est en constante augmentation. Alors, c'est frappant de voir que dans les 30 dernières années, l'espérance de vie d'un homme, la petite flèche, alors d'un homme qui a atteint 65 ans, la première flèche rouge, était d'environ 14 années. Donc, on savait que dans un régime de retraite, on avait, pour une retraite à 65 ans, pour un homme, 14 années de paiement de rente en moyenne à faire. Eh bien, 30 ans plus tard, statistique du Québec, c'est 19 années, donc 5 années de plus. La période s'est allongée de 30 Alors, vous pouvez vous imaginer que c'est des coûts énormes sur les régimes de retraite. Pour les femmes, c'est un peu moins, c'est de 19 à 22 ans. Alors, les actuaires n'ont pas découvert tout d'un coup que l'espérance de vie augmentait. On a des tables de mortalité qu'on a utilisées. Ils sont exprimés dans le tableau. J'ai mis 4 principales tables de mortalité qui ont été utilisées dans les projections que les actuaires font pour projeter jusqu'à quand on paye des rentes dans les régimes de retraite. Et on voit que quand la gamme 1983 est sortie, bien, il y a eu un impact à la hausse sur les passifs de 4,6 Alors, ce n'est pas un impact juste sur le coût du service courant, c'est un impact aussi sur toutes les années qu'on a accumulées derrière nous, d'actifs et de passifs. Il y a, dans le fond, un déficit instantané de 5 qui se fait. Alors, plus le régime est mature, plus ça risque de faire mal l'introduction d'une table comme ça. En 1994, une autre table de mortalité a été publiée. Et si vous vous demandez pourquoi il y a du temps qui passe quand même, ça prend 10-15 ans avant d'avoir une table de mortalité, c'est parce que c'est très long compiler des statistiques. La mortalité ne change pas de façon très subite aussi d'année en année. Alors, les instituts actuariels qui publient ces tables-là ont beaucoup de travail à faire avant de les rendre publiques. Et en 1994, bien encore, l'espérance de vie qui augmentait et on a intégré dans nos évaluations actuarielles ces nouvelles tables-là, encore une hausse de 5 Et là, à partir de cette table-là, on s'est dit, bien écoute,
l'espérance de vie est en constante augmentation, bien, on va le prévoir à l'avance dans notre modèle actuariel. Fait qu'on a établi des taux d'amélioration de la mortalité qui prévoient qu'un homme, disons, de 60 ans a une chance sur 1000 de mourir aujourd'hui. Bien, ça va être beaucoup moins qu'une chance sur 1000 dans 10 ans ou 20 ans. Et ça, on en tient tout de suite en compte dans notre modèle et on en absorbe tout de suite les coûts. Et là, vous allez me dire, bien, pourquoi quand on a émis la CPM 2014, on a encore eu une hausse de coûts? Bien, c'est parce que l'amélioration de la mortalité, elle s'est accélérée plus vite que ce qu'on avait prévu. Alors, en 2014, l'Institut canadien des actuaires met à notre disposition cette table de mortalité-là qui vient ajouter des coûts dans les régimes de retraite. Alors, l'autre risque qu'on va regarder, c'est le risque lié à la prise de retraite. Comme Marc-Antoine le disait, bien, il y a un début et il y a une fin à la période de paiement de rente, la mortalité étant la fin et le début, la prise de retraite. Et la prise de retraite, c'est aussi un élément qui est en mouvement actuellement. Dans un régime de retraite où il y a une retraite sans pénalité, par exemple à 62 ans, bien, la situation financière du régime va être affectée par l'expérience réelle du régime, si les gens s'en vont avant ou après l'hypothèse que l'actuaire ferait. Généralement, l'actuaire va mettre des hypothèses assez fortes de taux de retraite au moment où il y a une retraite sans pénalité qui est disponible. Et pour vous donner une idée de ce que ça a comme impact sur les coûts des régimes, c'est une année de report pourrait diminuer les coûts du régime de 6 %. C'est-à-dire que si l'actuaire prévoit que les gens s'en vont à 62 ans, à leur âge de retraite sans pénalité, et que finalement, ils s'en vont, on regarde les statistiques des 10 dernières années, on réalise que les gens s'en vont à 63 ans, bien, on aura des gains de l'ordre qui pourront être de l'ordre de 6 % qu'on aura fait dans notre régime de retraite. Et c'est sûr que quand il y a une pénalité pour anticipation, aussi, ça peut réduire les pertes. Les gains et les pertes peuvent être mitigés par le fait qu'il y a une pénalité pour anticipation, parce que si les gens la prennent plus tôt, bien, on la paye pendant plus longtemps, mais on réduit la rente de retraite pour compenser. Alors, la prise de retraite, ça a déjà été beaucoup abordé ce matin, mais on a des phénomènes dans notre société qui l'affectent actuellement, cette prise de retraite-là. Et le premier que je veux parler, c'est les régimes publics, la pension de sécurité de la vieillesse. Qui est né ici avant le 31 mars 1958? Quelques-uns? Vous autres, vous êtes corrects. Vous êtes la gang qui est correcte. Et ceux qui sont nés après, en 1962 ou après? Il y en a qui ne sont pas nés du tout? Ou, non, vous autres, vous êtes la gang pas correcte. Pas correct, pourquoi? Parce que la pension de sécurité de vieillesse va être payable à 67 ans pour la deuxième gang. Puis entre les deux, c'est vrai, il y a entre les deux, c'est vrai. C'est là que vous êtes. Entre les deux, bien, ça va se faire graduellement au travers du temps. Donc ça, c'est une mesure qui encourage, ou de façon directe ou indirecte, là, à reporter le moment de la retraite pour plusieurs d'entre nous. La pénalité aussi sur le régime de rente du Québec, qui était de 6 % par année avant 65 ans, s'en va graduellement dans les 3 prochaines années, va atteindre 7,2 %. Donc, vous êtes quand même pas mal plus pénalisé qu'avant si vous anticipez votre rente du régime de rente du Québec. Ça aussi, c'est quelque chose qui encourage les gens à reporter l'âge de la retraite. L'augmentation de l'espérance de vie, on peut penser que si on vit plus longtemps, c'est peut-être parce qu'on vit en santé plus longtemps. Alors, ça peut amener une augmentation de la durée de vie active. Les gens arrivent à 60 ans, sont quand même en santé. S'ils aiment leur travail, ils se disent « OK, bien, je vais continuer une année de plus, même si j'ai accès à une retraite sans pénalité ». Le phénomène de la pénurie de main-d'œuvre, on est, si je me rappelle bien, le 3e pays au monde qui vieillit plus vite après le Japon et l'Italie. Donc, on a en avant de nous autres probablement une pénurie de main-d'œuvre. Et comment ça va affecter le marché du travail? C'est difficile à planifier, à dire, mais on sait que probablement les employeurs vont essayer de garder les gens dans le marché du travail. Et ça, c'est un autre phénomène qui peut repousser l'âge de la retraite. Et la restructuration du service futur, sujet de l'heure, sujet quotidien de ces jours-ci. Avec le projet de loi 3, mais c'est sûr qu'il y a d'autres régimes de retraite aussi qui ont restructuré leurs services futurs, même avant cette loi-là. Et ce que ça pourrait faire faire, c'est que ça réduit les droits pour les années qu'on accumule après la restructuration. Et ce qui fait que les gens vont peut-être avoir tendance à travailler 6 mois ou une année de plus pour essayer de compenser l'effet de la réduction dans leur régime de retraite. Et on voit que les statistiques du régime de pension du Canada nous démontrent que sur les 10 dernières années, seulement, l'âge de sortie du marché du travail a augmenté de 60 ans à 62 ans.
Alors, en seulement 10 ans. Alors ça, c'est un phénomène intéressant. Par contre, il faut faire attention quand même avec cette statistique-là. Ce n'est pas tout le monde qui a une rente du RPC qui a un régime de retraite privé. Alors, il n'y a pas une connexion qui est directe, mais on voit qu'il y a une tendance. Et si on croit la projection démographique que les actuaires du RPC font, on pourrait même atteindre jusqu'à 64-65 ans d'ici 10 à 20 années. Alors, c'est un phénomène qui est en train de s'installer naturellement, tranquillement, par plusieurs changements qui se produisent, notamment la santé aussi des gens qui est peut-être meilleure qu'avant. Et ça aura des impacts, et retenez ça, si vous avez quelque chose à retenir, ça aura des impacts pour réduire. Ça, c'est peut-être la bonne nouvelle, c'est que ça viendrait réduire les coûts des régimes de retraite à l'inverse de la table de mortalité. Alors, on va regarder le risque de rendement le plus important, vous vous en doutez. Pourquoi? Parce qu'un tiers du financement d'une caisse de retraite provient des cotisations et 2 tiers provient des rendements. Et ça, c'est pour une caisse qui est investie de façon diversifiée, pour laquelle on se fait une attente de rendement net d'environ 6 %. Alors, vous comprenez que si les rendements ne sont pas au rendez-vous, il faudra compenser par des cotisations. Alors, la première question qu'on peut se poser, est-ce que les rendements ont été au rendez-vous? On a entendu toutes sortes de choses dans les dernières années. Les régimes de retraite ont été au cœur souvent des médias et ont été décriés, mais quand même, quand on regarde les statistiques, étrangement, le rendement a été au rendez-vous. La barre noire étant ce qu'on s'attendait, l'attente de l'actuaire, qui est environ 6 % de façon générale. Et on voit que si je prends le rendement moyen des caisses canadiennes, médian des caisses canadiennes, sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, jusqu'à 30 ans, le rendement est au rendez-vous et même souvent excède l'attente de l'actuaire. Bien entendu, la période de 10 ans et 15 ans est affectée. Dans cette moyenne-là, il y a la crise de 2000 et la crise de 2008, marché boursier. Alors, vous allez me dire, mais c'est quoi le problème? Bien, le problème, il a été abordé, je pense, avant moi ce matin, peut-être hier, c'est que dans les années de vache grasse, on ne s'est pas fait de coussins, de réserve. Les employeurs ont pris des congés de cotisation. Les syndicats ont voulu avoir aussi leur part là-dedans, leur juste part, et ont négocié pour leurs travailleurs des bonifications au régime de retraite. Et on avait une loi fiscale aussi qui nous disait que si on avait 20 % de surplus, bien, il fallait arrêter de cotiser au régime, loi fiscale. Donc, ces 3 éléments-là font en sorte que... Puis, il y a un autre élément que je rajouterais aussi, peut-être un peu subjectif, qui vient de mon opinion, mais c'est que dans les années 90, il n'y en avait pas de problème aussi. On nageait dans des surplus, puis le problème, c'était plus de savoir qu'est-ce qu'on allait faire avec les surplus parce qu'ils s'accumulaient, et année après année, on avait des 12 et des 15 % de rendement quand ce que l'actuaire prévoyait, c'était 6. Alors, le problème, c'est surtout la divergence entre l'attente de l'actuaire et la réalité sur une base plus courte période. Sur une base annuelle, on se rend compte que l'hypothèse de l'actuaire, on l'a faite à peu près juste une fois dans les 40 dernières années, quelque chose comme 1992. Et le rendement oscille entre moins 15 et plus 20 %. C'est très facile à calculer l'impact sur un régime de retraite quand on parle de l'hypothèse de rendement. Si l'actuaire s'attendait, l'actuaire généralement dépose une évaluation tous les 3 ans. S'il s'attend à 6,66, composé, mettons, 20 % de rendement sur la caisse, bien, s'il dépose une évaluation en 2008, 31 décembre 2008, et qui a fait en moyenne 0 dans les 3 dernières années, bien, il y a un déficit de 20 % dans la caisse de retraite. C'est l'élément le plus facile à visualiser en termes de gains et pertes dans les hypothèses. Fait qu'on voit, et si on regarde sur des périodes de 3 ans, et c'est pour ça que je vous disais, bon, il y a une évaluation actuarielle qui est faite à tous les 3 ans, donc la moyenne sur 3 ans est l'élément peut-être plus intéressant à regarder. Et on se rend compte que même sur des moyennes assez courtes de 3 ans, les hypothèses se réalisent au niveau du rendement. Par contre, on a vécu récemment, et c'est ça qui nous marque le plus, on a vécu récemment 2 crises boursières en 2000 et en 2008, et on se rend compte qu'il y a 2 creux en dessous de la barre noire assez récents. Alors, quand on va parler de gestion de risque après-midi, rappelez-vous de ça, de ces 2 creux-là qui viennent de nous arriver, où soudainement, on a un déficit de 20 % dans le régime de retraite qui vient d'apparaître. Le dernier élément que je vais parler, c'est la solvabilité. C'est important de parler de la solvabilité parce qu'elle a amené des problèmes qui sont énormes. Elle est toujours en vigueur dans les régimes du secteur privé. On n'a plus besoin de la financer dans le secteur municipal et universitaire. Alors, la solvabilité, qu'est-ce que c'est? C'est si demain matin, le régime de retraite fermait,
j'ai pris des engagements envers des participants et je devrais trouver une façon de continuer à pouvoir promettre ces engagements-là. Mais le régime ferme, l'actif de la caisse de retraite doit être liquidé. Alors, j'irai voir, pour mes retraités, j'irai voir un assureur. Un assureur, ça investit dans quoi? Ça investit dans des obligations fédérales. Ça ne prend pas beaucoup de risques, un assureur. Puis pour mes participants actifs, bien, je vous évite les détails, mais à peu de choses près, ça serait aussi un investissement dans des obligations fédérales. C'est ce qui me permettrait de sécuriser sans risque des placements qui permettraient de fructifier jusqu'à 65 ans et de permettre de payer la même rente que j'avais promise. Alors, vous comprendrez que le bilan de solvabilité, qui est obligatoire, les actuaires doivent le faire dans leurs évaluations actuarielles, il est fortement lié au niveau des taux d'intérêt. On a dit tantôt, 1/3 vient des cotisations, 2/3 du rendement. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé à partir de 2004? C'est qu'on a eu une chute, premièrement, de 1 % des taux de solvabilité. Donc, les taux de solvabilité sont basés sur les taux des obligations fédérales. Et ça a amené une très grosse hausse de passifs dans les régimes de retraite. Et on voit que la chute des taux d'intérêt continue de façon graduelle pendant les 10 dernières années. On est très content quand on renouvelle notre hypothèque, mais on est moins content au niveau des régimes de retraite. Alors, de façon très concrète, je vous montre qu'est-ce que ça a eu comme impact sur la situation financière des régimes de retraite. Alors, j'ai pris un régime de retraite qui a 100 millions de réserves actuarielles, de passifs, une masse salariale de 10 millions, 40 % de retraités, 60 % de participants actifs. En 2004, et donc une année plus tard, en 2005, les taux d'intérêt baissent de 1 %. Alors, sur une caisse de 100 millions, il y a un déficit de 12 millions qui apparaît d'un coup. La loi au Québec nous demande de l'amortir sur 5 ans. Alors, sur la masse salariale de 10 millions, bien, ça représente près de 28 % des salaires, de cotisations additionnelles, en plus du coût du service courant qu'on doit verser de 10 à 15 %. Dans certaines situations, ça a pu amener l'employeur à avoir à contribuer jusqu'à 40 % des salaires d'un coup. Dans les années qui suivent, le taux d'intérêt se maintient et après ça, on a une autre chute en 2008 et donc ainsi de suite. Il y a une très grande volatilité dans le bilan financier de solvabilité parce que, comme vous pouvez voir, en 2013, quand il y a eu plutôt une hausse du taux d'intérêt, bien là, tout d'un coup, il y a eu un surplus de quasiment 10 millions qui viennent d'apparaître. Et l'année d'après, baisse de taux d'intérêt, on vient de réessuyer ce surplus-là. Et en février 2015, j'ai tenu à le mettre parce que les taux d'intérêt, on le voyait dans la présentation d'Alain Poirier ce matin où le taux de solvabilité du RRFS avait chuté un peu, bien, les taux d'intérêt ont chuté de façon importante au début de l'année 2015. Alors, le législateur a mis quand même des mesures d'allègement qui fait que les employeurs n'ont pas eu quand même à verser directement ces taux-là sur la masse salariale, mais quand même, on voit que la solvabilité a amené des problématiques énormes dans les régimes de retraite, a probablement été la cause que, dans le privé, certains employeurs ont mis la pression pour transformer en cotisation déterminée le futur ou carrément essayer de terminer le régime. Alors, c'est ce qui complète la première partie de notre présentation. Est-ce qu'on prend des questions, Marie-Josée? Oui, on prend des questions. Je pense qu'il n'y en a pas. J'ai la lumière dans les yeux, mais je ne vois personne. Oui. Oh! Oui. Bonjour, Régent Baudet, syndicat des employés de TVA, SCFP 687. Vous venez de démontrer, puis ça a été discuté hier, qu'un des gros problèmes qu'on a, c'est le test de solvabilité. Nous, on est privé, et donc on est soumis à ça. Notre employeur a dû verser depuis 3-4 ans 25 millions de dollars dans une caisse de 200 millions de dollars. Ça crée énormément de pression sur l'employeur, sur nos relations de travail, sur une grève éventuelle. C'est pas nouveau qu'on sait ça. Et c'est fait sur le principe qu'en cas de cessation de l'entreprise, on va placer de l'argent dans des obligations d'épargne. Quand est-ce que les législateurs ou les organismes réglementaires, le RRQ, nous, on est au fédéral, le BSIF, vont prendre la décision, en cas de faillite, de placer cet argent-là dans des caisses de retraite ou dans un fonds où on va aller chercher plus de rendement? Un gros problème de fonctionnement à ce niveau-là. Veux-tu répondre, Marc-Antoine? Bien, peut-être vous donner quelques bonnes nouvelles.
Vous n'êtes pas la première personne qui a cette constatation-là. Pourquoi, finalement, là, on ne revoit pas la base de solvabilité en tant que telle? Hier, Serge parlait dans le privé que, puis là, ça ne s'applique pas nécessairement à vous, là, parce que TVA, c'est peut-être plus de juridiction fédérale, mais disons, dans le privé, la première étape, bon, c'était peut-être de ne plus financer cette solvabilité-là. Puis, c'est clair, et puis ça, on a déjà eu des discussions avec la régie là-dessus, qu'il y a une grande réflexion sur peut-être revoir la façon qu'on calcule la base de solvabilité. OK? Le mandat initial qui avait été donné à l'Institut canadien des actuaires, comme Julien l'a dit, c'était une valeur qui sécurisait la pension, OK? Qui donnait une rente promise garantie de la même façon qu'elle était garantie dans le régime. Et cette façon-là, c'était des obligations ou une rente assurée qui coûtait également très cher. Là, il y a beaucoup de suggestions qui sont faites pour que cette base-là soit revue, puis qu'on essaie peut-être d'utiliser des taux d'intérêt plus élevés pour finalement refléter le fait que c'est ça qu'on finance, d'une part, puis que dans la vraie vie, peut-être qu'une personne qui reçoit son argent à la terminaison d'un régime ou à la cessation d'un emploi ne va pas nécessairement mettre ça dans des obligations. Bref, de faire un rapprochement entre la situation d'un régime, puis ceux qui restent dans le régime, puis la situation de ceux qui vont partir. OK? Donc, c'est certain qu'à partir du moment où la solvabilité est revue, une grosse partie du problème serait réglée. Mais votre commentaire est tout à fait pertinent. Il y a beaucoup de discussions à ce sujet-là. Je ne sais pas, je pense que je vois... Ah, il y a quelqu'un qui se lève, mais... Question ici. Oui. Oh. Patrick Glotny, SCFP 2168. Moi, j'ai une question concernant le régime de pension de vieillesse. On n'en parle pas souvent, mais l'impact de transférer l'âge de retraite de 65 à 67 ans pour le régime de pension de vieillesse, ça crée une pression sur nos régimes de retraite quand même, parce qu'on sait pertinemment qu'à 65 ans, la rente est diminuée étant donné qu'on soit la prestation du gouvernement. Est-ce qu'on est capable d'évaluer c'est quoi l'impact de le fait de passer de 65 à 67? Avez-vous déjà vous penché sur ce sujet-là? Est-ce que tu veux parler de la prestation de raccordement dans un régime où on avait une prestation de raccordement qui arrêtait à 65 ans? Tout à fait. C'est là qu'il y a un trou de 2 ans. On n'a pas évalué les coûts sur les régimes de retraite, mais ce n'est pas 30 ou 40 de coûts de plus, parce que la rente de raccordement, ça peut représenter, mettons, 20 du coût total. Fait que sur ce 20 %-là, si on ajoute 2 années de plus de paiement, bien, vous pouvez vous imaginer, c'est peut-être 5 ou 10 de coûts sur les régimes de retraite. Je lance un chiffre comme ça. Vous me reprendrez si je me suis trompé. C'est bon. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, ben, je pense qu'on serait prêt pour l'heure du midi. Il est